Radio Agora, place aux initiatives citoyennes de la ville de Nanterre. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Radio Agora. Aujourd'hui encore, nous sommes contraints par un protocole sanitaire strict. Pardon pour peut-être la qualité sonore moins bonne que d'habitude, mais nous sommes en studio contraints de garder le masque. Merci de votre compréhension. Nous allons échanger aujourd'hui sur un véritable enjeu de société, l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation ? Que signifie le rapport au savoir ? Comment on fait pour être citoyen ? De quelles méthodes et de quels moyens les acteurs disposent-ils ? Pour en parler, nous recevons Sylvie Sanchez de l'association Créative Handicap. L'association s'engage notamment dans les questions liées à l'insertion des publics handicapés. Sylvain Gavrois, directeur de l'AROEVEN, Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'Académie de Versailles. Vous êtes une association d'éducation populaire. Vous évoquerez avec nous les publics en décrochage scolaire. Et Stéphane Allemand de l'association Auxilia, vous travaillez sur la démarche d'enseignement à distance. Vous êtes vous-même ancien apprenant, vous nous ferez part de l'action menée par votre association en direction des publics en situation carcérale. Merci Stéphane et à Auxilia d'avoir été à l'origine de ce projet d'émission sur les questions de formation et d'éducation. Stéphane, vous êtes accompagné de Sylvie Nordheim, comédienne, auteure, intervenante culturelle à Fresnes, en partenariat avec le théâtre de l'Odéon. Vous êtes à l'écoute de Radio Agora. Bonjour à vous. Alors, première question, comment caractérisez-vous vos publics ? Peut-être pouvons-nous commencer avec Stéphane en studio. Alors, bonjour Gaël, bonjour à tous les auditeurs. Alors, le public d'Auxilia Une Nouvelle Chance, qui est une association située à Nanterre, est principalement composé de détenus. Nous aidons exactement 2000 détenus dans toute la France pour faire des formations à distance, des cours par correspondance, et ils sont aidés par 800 formateurs bénévoles. Voilà en résumé. Bien, Sylvie Sanchez pour Créative Handicap. Bonjour, donc nous accueillons des publics en situation de handicap, notamment nous avons monté une formation pour des jeunes autistes de 17 à 26 ans, qui est une formation autour de tout ce qui est conception numérique, donc ça va être de l'impression 3D, de la réalité virtuelle, du design graphique, et qui est labellisé par la Grande École du Numérique et soutenu aussi par la région. Voilà. Bien, et pour l'AROEVEN ? Alors nous, bonjour à tous. Nous avons un public assez varié puisque nous intervenons avec des élèves, donc collégiens, lycéens principalement. Ensuite, nous avons également des jeunes adultes, particulièrement sur la formation BAFA, et puis également des enseignants, des CPE, voilà, donc un public professionnel. Sylvain, quel regard à ce public, quel regard ont vos publics, quelle représentation ont-ils de la formation ? Alors, nous, c'est vrai que c'est une représentation qui peut être assez différente, c'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir sur les formations d'animateurs des jeunes qui peuvent être en situation de décrochage, donc qui vont avoir un regard sur la formation où ils ont peur de s'ennuyer. Où ils se représentent la formation comme quelque chose de descendant, avec le formateur qui va parler, qui va distribuer la bonne parole, et puis les apprenants qui sont là, qui ont simplement à écouter pour recevoir la bonne parole. Donc on peut avoir cette conception un petit peu de la formation qui va arriver. Et puis de l'autre côté, quand on est avec des enseignants, on peut avoir une autre représentation de la formation qui peut justement être au contraire s'attendre aussi à quelque chose de très descendant, qui n'a pas forcément l'habitude des méthodes on reviendra dessus, des méthodes actives que nous utilisons et qui peuvent parfois être un peu déroutés. Stéphane, est-ce que vos publics acceptent la formation ? Se sentent-ils capables au départ ? Ont-ils encore confiance en eux ? Alors,
effectivement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux et il faut établir On rappelle qu'il s'agit là, en tout cas, de ce que vous venez d'évoquer ce matin. Qui aide les détenus, oui. De ce que vous venez d'évoquer ce matin, en tout cas, c'est la situation liée aux détenus, même si Auxilia a une action plus large. Mais en tout cas, ce matin, vous êtes venu parler des détenus. Donc, effectivement, quel rapport ont-ils à cette formation? Il faut dire à la base, ils sont très motivés pour s'inscrire puisque c'est à leur initiative qu'ils s'inscrivent. C'est eux qui doivent nous envoyer un bon pour s'inscrire. Donc ça montre qu'ils ont une volonté de rebondir et de se reconstruire. Moi-même, j'ai été apprenant. Dès que je suis arrivé à Fleury-Mérogis, ma première motivation, ça a été de profiter de mon temps pour faire quelque chose. Donc je me suis inscrit directement à plusieurs cours. Et voilà, donc j'ai été très très motivé. Après, il faut savoir que les formateurs vont s'adapter à leurs apprenants détenus. Car beaucoup d'apprenants détenus ont des difficultés à écrire, des difficultés à lire. Donc ça va être des cours sur mesure qui va s'adapter à l'évolution progressive du détenu. Creative Handicap ? Donc nous, les jeunes que nous accueillons, en fait, on parcourt d'apprentissage, enfin d'école, qui est pour tout ce qui est complètement chaotique. En fait, c'est les mêmes problématiques que l'on retrouve, comme Stéphane le disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, ces jeunes sont en général déscolarisés, ont toute confiance en eux, et c'est vrai que par rapport à la formation, ils se disent qu'ils sont plus capables de rien. Donc il y a tout ce travail de revalorisation à faire au début de la formation qui va prendre du temps pour qu'ils reprennent confiance en eux. Vous parlez beaucoup dans vos propos de l'école, quelque part. Oui. Sylvain, vous questionnez Sylvain notamment, mais je pose la question à l'ensemble des intervenants, vous questionnez le rapport au savoir, qu'en est-il ? Effectivement, alors on a souvent, donc pour reprendre un peu notre public, une part du public qu'on peut avoir qui vont être des jeunes en situation de décrochage scolaire, qui vont s'inscrire sur une formation donc pour devenir animateur. Ils vont avoir un rapport au savoir qui va être un peu compliqué parce que pour le savoir, ça va être le savoir théorique, le savoir un peu légitime de l'école, et ils ne se considèrent souvent pas forcément comme des personnes qui eux-mêmes possèdent un savoir. Alors on parle souvent, nous, dans l'éducation populaire et dans l'animation, de 3 types de savoir, qui seraient le savoir, le savoir théorique, mais aussi le savoir manuel, le savoir-faire, et puis le savoir-être. Alors quand on les questionne un peu, ils voient que finalement ils ont un savoir qui va déjà être un savoir-être pour certains. Ça peut être de savoir chanter, de savoir danser, de savoir faire des gâteaux, etc. Donc des choses qu'ils vont pouvoir transmettre. Donc c'est effectivement la première chose qu'on va essayer de travailler un peu avec eux, c'est finalement vous savez faire des choses et vous êtes capable de pouvoir transmettre ce savoir. De la même façon pour le savoir-être où effectivement ils vont essayer de travailler sur leur propre savoir-être. Donc rentrer en relation avec les autres, on va aussi travailler dessus, mais aussi leur montrer qu'ils ont des compétences là-dessus et qu'ils sont là pour les transmettre. Après, on va aussi essayer de travailler le dernier type de savoir, qui est le savoir théorique, avec lequel ils ont finalement souvent un peu le plus de problèmes. C'est-à-dire que ils vont considérer, ils vont se mettre un peu en opposition de l'école, et risquent en tout cas de se mettre en opposition de l'école en disant d'un côté nous avons l'école qui est chiante, on va le dire comme ça, avec le savoir où on reste assis pour apprendre, etc. Et eux vont être un petit peu, vont se construire dans l'opposition, c'est-à-dire le côté simplement ludique, etc., où le savoir théorique n'a pas forcément de place. Et l'idée, c'est aussi de travailler avec eux pour leur montrer que on peut prendre du plaisir en apprenant, du savoir théorique aussi. On peut prendre du plaisir en transmettant ce savoir théorique. Et finalement, le savoir théorique, ça peut être quelque chose de positif et qui n'est pas simplement réservé à l'éducation nationale. Stéphane, je vous ai vu, opiner du chef, valider, semble-t-il. Oui, tout à fait. Mais je voulais rajouter qu'en détention, l'accès au savoir est vraiment difficile. Par exemple, il y a effectivement des classes où on peut suivre des cours,
mais les places sont chères. Imaginez qu'à Fleury-Mérogis, dans chaque bâtiment, vous avez près de 900 personnes, et dans les salles de classe, il n'y en a pas beaucoup, et ça peut accueillir juste une dizaine de personnes. Comme par exemple les ateliers culturels, comme nous le dira Sylvie Nordheim tout à l'heure, pour un atelier théâtre, on peut accueillir qu'un nombre limité de personnes. Donc les places sont vraiment chères, et donc pour accéder au savoir, c'est pas simple du tout, même si on a de la motivation. Donc il faut écrire des lettres de motivation, il faut sortir du lot. Autre difficulté, je vais vous dire une petite anecdote, justement, c'est peut-être la peur d'assumer ses failles. Et je me souviens, à un moment, j'étais à Fleury-Mérogis dans l'atelier du cercle de lecture, et on faisait un tour de table où chaque détenu devait lire un passage d'un livre. Et il y a un camarade qui était à côté de moi, il a dit « Ah désolé, je peux pas lire, j'ai oublié mes lunettes ». Et ça s'est reproduit 2-3 fois. Et on a fini par comprendre qu'il savait pas lire tout simplement, et qu'il avait honte de le dire. Et voilà, il faut déjà assumer peut-être ses failles, dire ok c'est bon, je vais y aller, mais c'est une démarche vraiment difficile. Sylvie Nordheim, mais je rebondis sur ce que vient de dire Stéphane. Moi aussi, j'ai souvent remarqué ça dans mes ateliers, le nombre de participants qui prétextent le fait qu'ils ont oublié leurs lunettes alors qu'ils n'en portent même pas, parce qu'ils ont peur de lire, d'accrocher les mots. Beaucoup ont des difficultés de lecture. Moi, c'est mon public est composé uniquement de détenus, donc je suis confrontée aux questions que vous traitez. Oui. Nous évoquerons d'ailleurs dans une question à venir les questions de la pédagogie, des moyens que vous avez sous la main pour justement corriger, en tout cas permettre à ces détenus de progresser en termes de savoir. Sylvie Sanchez pour Creative Handicap, sur cette question liée au rapport au savoir, qu'en est-il ? Alors le rapport au savoir, il a été, comme tout le monde l'a dit jusqu'à présent, il a été biaisé. Donc c'est vrai que l'aspect théorique, il faut le refaire revenir sur le devant de la scène parce qu'il est très très important. Après, c'est vrai que toutes les pédagogies qu'on peut développer en fait par rapport à cet apprentissage théorique, il faut vraiment le remettre en question tout le temps parce que nous on a un public qui est autiste, c'est des gens qui sont autistes, donc ils ont un rapport déjà à la communication qui est complètement différent de public qui n'aurait pas d'autisme, et donc il faut adapter tout le temps notre pédagogie par rapport à ce que ils sont potentiellement pas capables, parce qu'il faut pas dire capable, c'est pas un mot c'est un mot qui n'est pas bon, mais par rapport à la façon dont ils ont de comprendre les choses. Et qui est peut-être souvent différente de celle de tout le monde. Voilà. Différente de celle de tout le monde et peut-être différente d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, pratiquement, d'un moment à l'autre, par rapport avec aux ce émotions, public. Par rapport à tout ça, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les enseignants de cette formation ont cette capacité d'adaptation, en fait, on se rend compte que quand on donne aussi des cours à des personnes soi-disant valides, sans situation de handicap, et on se rend compte que cette pédagogie, elle sert à tout le monde, en fait. Elle va pas servir qu'à un public spécifique, et tout ce qu'on aura développé comme stratégie de pédagogie pour, comme on disait tout à l'heure, essayer d'apporter de la théorie dans tout ce qu'on apprend, parce que c'est ça le plus embêtant, ça va servir à tout le monde. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que ça, le fait d'avoir pris en compte les spécificités de chacun va amener aussi à une universalité du savoir. Et c'est intéressant. Peut-être que Sylvain reviendra sur la pertinence d'être au plus près de chacun sur les questions de pédagogie. Mais c'est vrai que je voulais revenir un petit peu ce que vous disiez, Stéphane et Sylvie, au niveau du public et du regard aussi de l'autre. La question du regard de l'autre sur se reconnaître soi-même. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne à côté. Se reconnaître soi-même, assumer effectivement ce qu'on est, à la fois nos forces mais aussi nos faiblesses. Et je pense qu'effectivement c'est d'autant plus difficile quand on est dans des milieux fermés, où on connaît les gens, où il y a cette question du regard de l'autre qui est encore plus présent et encore plus important que à des moments où on peut juste rencontrer des personnes et puis
l'image que l'on peut donner est moins importante qu'avec des gens avec qui on va passer vraiment beaucoup de temps. Stéphane, sur ces publics qui sont en situation fermée, comme l'évoquait à l'instant Sylvain, alors, justement, quelles sont les méthodes pour les faire s'investir? Alors déjà, nos courriers des formateurs, ils sont vraiment bienveillants. C'est-à-dire, c'est pas juste un cours, donc c'est plus qu'une relation élève-professeur. Car chacun des cours est accompagné d'une lettre amicale et qui peut parler de la vie de tous les jours. Et donc, voilà, ça remet le détenu dans une situation d'homme et de citoyen et ça peut le motiver. On a noté aussi que le détenu a le choix de faire plusieurs cours. Si le premier cours se passe bien, et qu'il a envie, il peut faire une demande de faire un deuxième cours, un troisième cours. Moi, par exemple, je faisais des cours d'italien et des cours d'art plastique. Donc, c'est vraiment motivant et ça peut occuper tout un week-end quand on est enfermé dans la cellule. Ça occupe vraiment et c'est très, très motivant. Auxilia a aussi établi depuis de longues années un concours chaque année. Et c'est vrai que le concours peut aussi apporter une certaine motivation, un petit défi. Alors, notamment, il y a des concours d'art plastique, de français. Voilà, donc j'avoue que ça a pas mal de succès, donc c'est une petite idée qu'on a mis en place. Et je pense ce qui est très important, c'est de rendre l'apprenant participatif, actif. Donc comme Sylvie va nous le dire, elle fait participer les détenus qu'elle rencontre. Comme ça, il devient vraiment acteur de sa formation. Il n'est pas juste, il reçoit pas juste, il doit donner aussi, il doit donner de lui aussi. Sylvie Nordheim, oui, tout à fait. C'est vrai. Moi, dans mon cas, dans mon atelier, il s'agit, je le rappelle en quelques mots, d'écrire une pièce collectivement, puis de la jouer dans un deuxième temps au théâtre de l'Odéon devant un public payant. La salle est pleine, c'est programmé dans le programme. Enfin voilà, c'est fixé. Ce sont les détenus qui sortent de leur situation carcérale pour un moment ponctuel et jouer une pièce dans un lieu culturel qui reçoit du public. Absolument, et qui est un lieu plutôt prestigieux parce que c'est vraiment, c'est un des plus grands, c'est le théâtre de l'Europe, le théâtre de l'Odéon. Donc c'est quelque chose, il y a un enjeu terrible, il y a un vrai challenge pour eux, un défi à relever qui les maintient. Et ce qui est assez beau dans cet atelier, c'est que il y a deux groupes. Le premier groupe ne jouera pas forcément à l'Odéon parce que ce sont des détenus de toutes peines confondues. Donc souvent, c'est des moyennes et des longues peines. Donc ils ne seront pas autorisés à sortir. Donc c'est un peu une course de relais. Ils passent le texte à d'autres. En septembre, on répète avec j'ai un autre groupe de détenus qui, eux, sont permissionnables. Ils ont un reliquat de peine suffisamment court pour que le juge d'application des peines leur donne l'autorisation de sortir, parce qu'il n'y a pas les risques sont moindres. Et donc, c'est un travail aussi collectif. Ils apprennent à être autonomes, mais aussi solidaires, parce que souvent, on parle en effet, il y a une très forte promiscuité en prison, et ce qui est dur, mais en même temps, ils sont assez individualistes. Et donc là, ils apprennent à monter un projet de A à Z, depuis le premier mot jusqu'à la fin. C'est-à-dire sur une scène, généralement il y a toujours une standing ovation, tout le monde se lève pour applaudir. Donc c'est un résultat collectif. On donne le meilleur de soi-même pour un résultat collectif, ce qui est un apport un peu socialisant donc de la démarche. Complètement, c'est apprendre aussi à vivre ensemble, c'est savoir-être, développer en effet le savoir-être qu'on a tous, mais que eux ils ignorent, comme a dit très justement Sylvain, et donc leur prouver qu'ils sont capables de faire rire, de jouer, d'émouvoir. Voilà, et c'est une démarche plus positive que la représentation qu'ils sont d'eux. Peut-être, je sais que Sylvain, tu as de quoi dire sur ces questions de pédagogie active. On va y venir. Sylvie, pour Creative Handicap, sur cette question de la méthode pour les faire s'investir. Alors de la méthode, donc en fait, elle est similaire. À part qu'on travaille dans des domaines qui vont être par rapport à cette formation pour les jeunes autistes qui est autour du numérique. Donc on va comme on l'a dit précédemment aller chercher des projets qui sont des vrais projets. C'est-à-dire que par exemple la promotion de l'année dernière avait fait
toute la signalétique de la fête de la ville, de la fête des associations de Nanterre. Donc toute la signalétique qui avait été faite par cette promotion. Donc ils ont appris, comme on l'a dit tout à l'heure, à travailler ensemble et à travailler sur un vrai projet. Là, pour la nouvelle promotion, on a un jeu vidéo sur le foot qui va être fait aussi. Ils vont travailler tous ensemble. Il y a des projets aussi d'illustration de livres pour enfants. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir des projets qui vont aboutir et qui sont en lien avec la réalité et qui vont être valorisants du coup et qui vont pouvoir montrer aussi aux personnes de l'extérieur, que ce soit la famille, que ça soit le public, que ces personnes, que ces jeunes ont des capacités professionnelles. Donc c'est vraiment c'est pour valoriser et montrer les capacités de ces jeunes. C'est-à-dire que pour ce public, peut-être au moins autant que les autres, voire plus, c'est autant le regard des autres qui va être important que qui va aider la propre évolution de Bien sûr, et qui va donner la confiance en soi. Ce qui est très valable avec les détenus aussi, semble-t-il. On est dans des situations un peu similaires par rapport à des détenus, parce que eux, ils sont détenus à l'intérieur d'eux-mêmes, et par rapport à la société, ils sont aussi rejetés. Donc les situations sont quasi parallèles. Sont tout à fait les mêmes. Voilà. Sylvain, sur vos méthodes pédagogiques, peut-être une autre question à côté de cette question, cette question de préciser une méthode pédagogique au plus près de chacun, le plus en face de chaque individu. Comment se fait-il que pour vous, intervenants autour de la table, ce soit si logique? Pourquoi l'école n'a, semble-t-il, pas cette logique? Premièrement, parce que beaucoup de ce que vous évoquez a quand même une racine, en partie, en tout cas, liée à l'école. Je dis bien en partie, puisque c'est évidemment plus complexe que ça, mais entre un jeune qui est en décrochage scolaire, un autiste qui n'a peut-être pas sa place dans la classe, un détenu qui a peut-être pas eu le parcours scolaire qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qui fait que l'école n'a pas cette logique? Bref, une question pour en venir à vos méthodes pédagogiques, Sylvain, à La Roéven. Alors, je vais d'abord peut-être répondre à cette dernière question avant de passer sur nous les méthodes actives. Je pense que l'éducation nationale, effectivement, elle a un certain nombre de défauts, mais elle a aussi des choses, j'ai pas mon mot, je perds mon mot. Des éléments positifs. Comprendre, en fait. Non, mais on peut aussi comprendre. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur une formation, on va être pour un groupe de 20, on va être deux formateurs. Pour un groupe de 30, il va y avoir 3 formateurs. Un enseignant dans la classe, il peut être seul pour une classe de 30. Donc déjà, voilà, il y a des choses aussi en termes de moyens humains qui sont pas forcément les mêmes. Là-dessus, voilà. Il y a aussi pour l'éducation nationale la pression du programme qui est très forte, avec cette question il y a du savoir théorique qu'il faut acquérir et qui va être évalué, et voilà, tout un programme avec une pression qui est de plus en plus forte sur les programmes. Nous, mais Sylvain, pardon de t'interrompre. C'est une question que je pourrais poser à tous sur ces difficultés que tu évoques. Ce sont donc des constats, mais est-ce que c'est du domaine de l'impossible que d'en changer et de réfléchir justement peut-être d'autres moyens pour permettre à l'enseignant d'agir plus de manière plus approfondie? Non, bien sûr que non. C'est effectivement ce sur ça s'appelle des choix politiques certainement. Tendre. Mais voilà, c'est à la fois, si vous voulez, un choix individuel de l'enseignant de se tourner vers tel mode pédagogique, donc d'utiliser ou pas des méthodes actives, d'être d'être dans de la classe inversée ou dans du etc. Donc ça, c'est des choix qui vont être individuels d'une part, et puis des choix qui sont effectivement très politiques en termes de nombre d'enseignants, en termes de fonctionnement, d'organisation, etc. Le collège, on sait aussi qu'on a chaque
prof et professeur d'une spécialité, ce qui morcelle aussi un peu le savoir d'une certaine façon. Voilà, donc il y a la question aussi du travail ensemble des enseignants et un cadre en fait qui aujourd'hui est compliqué pour s'affranchir de ce cadre et mettre en place des choses individuellement en tant qu'enseignant dans sa classe. C'est pas toujours simple. Très bien. Donc sur la partie liée à vos méthodes. Voilà. Donc pour revenir sur nos méthodes. Je t'écoute. Non, mais c'est moi qui te fais être plus long que. Vas-y. Je vous en prie. Alors, pour être sur les méthodes, donc effectivement, on va être sur des méthodes actives. Alors la première chose qu'on va faire quand on a un groupe pour travailler sur le BAFA, la première chose, on va travailler sur le groupe, sur l'interconnaissance, sur la cohésion, la coopération du groupe. Pour travailler d'abord sur l'ambiance, le fait de pouvoir travailler ensemble dans une bonne ambiance. Ensuite, effectivement, on va travailler sur des méthodes actives, c'est-à-dire que on va à chaque fois, quand on veut aborder une notion théorique, par exemple, comme la connaissance de l'enfant, on va d'abord, en fait, mettre les personnes en posture de sachant, c'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur les forcer eux à construire du savoir sur cette thématique. On n'arrive pas nous en disant, bah voilà la connaissance de l'enfant, voilà le développement de l'enfant, c'est telle phase, et ça passe par ça. On essaye d'abord de faire surgir, si vous voulez, de l'interrogation de la part des stagiaires, des apprenants. On va leur demander de travailler en groupe, d'identifier eux-mêmes les choses, de se renseigner. Et par ces temps de travail qui peuvent être individuels ou collectifs, ou etc., ensuite on va construire un savoir commun. Et c'est là où l'enseignant ou le formateur va pouvoir apporter d'autres éléments ou corriger certaines choses. Donc on va être beaucoup sur ces méthodes actives. Et puis donc on va utiliser un certain nombre de méthodes qui vont être très diverses. On va pouvoir utiliser effectivement le théâtre, on va pouvoir utiliser les débats, on va pouvoir utiliser plein de méthodes qui vont à un moment permettre aux personnes de s'exprimer, de réfléchir. Des méthodes ludiques, attractives? Alors, ludiques, oui, pas toujours. C'est-à-dire que, ça dépend ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on passe pas toujours par le jeu. Il y a des moments où ils vont travailler ensemble et ils vont devoir préparer ensemble quelque chose. Donc, on n'est pas toujours sur du théâtre, on n'est pas toujours sur des choses comme ça. Mais effectivement, on va être, on essaye de remettre du plaisir dans ces questions aussi d'apprentissage, ce qui nous paraît essentiel. Se rendre compte qu'on peut apprendre et que ça peut être plaisant. Stéphane ? Oui, alors pour en revenir aux méthodes du milieu scolaire, je dirais que c'est peut-être trop individualiste et effectivement, il y a vraiment une pression, notamment dans la performance, dans avoir des bonnes notes, dans passer en classe supérieure. Et voilà. Et ceux qui ont des difficultés, vu le nombre... Individualiste sur la notion de compétition, en fait. Tout à fait. D'accord. Et du coup, forcément, ceux qui n'ont pas forcément les bases vont se sentir mis de côté et vont vite décrocher. Donc je pense que c'est quelque chose à travailler, comme on l'a vu avec Sylvie ou Sylvain, c'est travailler sur quelque chose de plus collectif, de peut-être travailler ensemble, de s'entraider. Et c'est ce qu'on a fait il y a pas longtemps avec Auxilia, qui vient d'avoir 91 ans. Et pour le 90e anniversaire de l'association, on a mis à contribution nos apprenants pour leur dire, ensemble, on va faire un livre collectif pour rendre hommage à Auxilia aux 90 ans. Et on leur a redemandé de nous envoyer des dessins, des poésies, des témoignages qu'on a collectés. Et ensemble, on a fait un ouvrage et qu'on a pu envoyer aux apprenants qui ont participé. Donc c'est vrai qu'ensemble, on peut faire des très belles choses. Comme Sylvie au théâtre, elle fait des belles choses, mais il faudrait être tout seul, ça marchera pas. À plusieurs, ça peut faire des très beaux résultats. Nous mettrons d'ailleurs les coordonnées de vos structures respectives dans la présentation de l'émission pour qu'éventuellement des gens participent. Et une autre idée qu'on est en train de mettre en place, c'est un projet qui va s'appeler les détenus ambassadeurs Auxilia. C'est-à-dire, on va demander à certains détenus qui sont déjà apprenants Auxilia de motiver d'autres détenus, de leur faire connaître Auxilia, et voilà, comme un vrai échange, voilà, pour amener plus de solidarité. Un agissement entre pairs, en fait. Tout à fait. Nous l'avons un peu évoqué précédemment, je vais formuler la question un petit peu autrement que ce qui était prévu au départ, mais vous leur apportez énormément de choses à vos publics, bien au-delà des contenus pédagogiques, voire de la qualification, en fait. Stéphane, peut-être ? Alors, oui, à savoir... Vous avez notamment tout à l'heure parlé de situation apprenant
de rapport apprenant-homme citoyen. C'est très fort. Tout à fait. Ben oui, à savoir que la personne qui est détenue, elle va retrouver la liberté. Donc c'est un citoyen, mais il va réintégrer la société dans peu de temps. Et donc, si on lui tend pas la main, qui c'est qui va lui tendre la main? Donc il faut vraiment agir au moment où il est à l'intérieur de la prison. Donc c'est pour ça, dès qu'on met un pied en prison, il faut déjà préparer sa sortie. Nous, Auxilia, on aide à préparer la sortie parce que on a tout le temps besoin d'écrire, de lire dans la vie de tous les jours. Et Auxilia va renforcer ces bases-là. Et à noter que aussi, on a un service bibliothèque qui peut envoyer des livres si besoin, des livres sur différentes matières. Creative Handicap sur cette question oui. Oui, moi je voudrais rebondir un petit peu, j'ai pas parlé tout à l'heure par rapport à l'éducation nationale. Je pense que affubler l'éducation nationale, je pense qu'il faut pas le faire parce que il y a aussi toute une évolution de société qui fait qu'on dresse les gens à subir et à ne plus chercher le savoir et à ne plus prendre plaisir au savoir. Et donc ça, c'est pas le fait de l'éducation nationale, mais c'est le fait de la société entière. Et ça, c'est grave parce qu'on arrive à des jeunes qui subissent Internet, qui savent pas comparer d'outils numériques qui sont mais incroyablement intéressants et qui peuvent faire des choses merveilleuses, avec lesquelles on peut faire des choses merveilleuses, et on nous abreuve en fait de choses où on subit tout, que ce soit la télé, que ce soit n'importe quoi. Donc je pense qu'incriminer l'éducation nationale et le fait d'apprendre différemment, d'accord, mais il y a cette évolution de société qui est très importante et qu'il faut prendre en compte. Et il y a bien sûr aussi les moyens humains qui sont avec des classes trop grandes et des gens qui sont peut-être aussi débordés par cette mentalité qui évolue et qu'on ne sait pas gérer. Voilà. Donc ça voilà, c'était mon petit, Merci pour cette précision, Sylvie. Non, mais je pense que tout à fait. Non, tout à fait. Parce qu'on apprenait bien avant. Pourquoi on n'apprendrait pas bien maintenant? Voilà. La question que je me posais, c'était justement est-ce qu'il faut pas dans cette période, alors je l'ai pas posé comme ça certes, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut pas justement une autre pédagogie aujourd'hui, un re-questionnement de l'éducation nationale. D'ailleurs, je précise ne pas viser l'enseignant dans sa classe qui fait bien ce qu'il peut. Mais Sylvie, tu as raison. Mais en même temps, voilà, la question que je me pose, mais depuis un petit moment, peut-être même sur un détour un peu personnel, c'est est-ce qu'il n'est pas grand temps justement pour les raisons que tu évoques et vraiment, je pense que effectivement, c'est intéressant l'approche que tu as, de ne pas réinterroger justement l'approche de l'éducation nationale aujourd'hui, qui cette manière globalisée de faire ne répond peut-être plus. Voilà, mais en tout cas, merci de cette précision parce que ça contribue au débat sur donc ce que Creative Handicap apporte au public au-delà des contenus pédagogiques. Quel est ton pour nous, par rapport aux jeunes autistes qu'on a, c'est vraiment de le vivre ensemble. Et avoir, par exemple, la formation, il y a des cours qui sont théoriques le matin et ensuite ils mangent ensemble. Donc il y a tout ce côté de socialisation des jeunes parce qu'ils sont vraiment, ils sont tous dans leur coin, tous chez eux à geeker ou à n'avoir aucune relation sociale. Donc là, ce temps du repas est très très important parce que il y a plein d'interactions qui se font. Et après, l'après-midi, il y a des devoirs accompagnés. On a fait cette formule, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes, après, quand ils y rentraient chez eux, après cette formation, ils ne savaient pas travailler, en fait. Ils ne savaient pas faire des devoirs, de par cette déscolarisation, etc. Donc il y a tout ce côté accompagnement qu'on a développé pour les devoirs et pour aussi manger tous ensemble. Il y en a qui font à manger, il y en a qui apportent des choses. Voilà, tout ce côté socialisation qui est très important. Voilà. Autre que la théorie. Merci Sylvie. Sylvain ? Alors, pour nous, c'est vrai qu'on est... Pour nous, on considère vraiment la formation BAFA, pour reprendre cet aspect de notre action, la formation BAFA comme une formation humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un groupe d'humains qui va être ensemble pendant 8 jours, qui va travailler ensemble pendant 8 jours d'affilée. Et ce fonctionnement du groupe humain, il va produire des choses
Et donc c'est vraiment une formation de la personne parce qu'on va travailler avec ce groupe, avec l'individu et avec le groupe. Donc il peut y avoir des choses très fortes qui vont jouer. On va avoir parfois des stagiaires qui vont se mettre à pleurer, qui vont etc. Mais et c'est très intéressant quand on fait un petit peu le bilan de la session, énormément ressortent grandis en fait. Et c'est comme ça qu'ils le disent. Ils ressortent avec effectivement plus confiance en eux. On a des stagiaires qui peuvent être un peu timides, etc., qui ont pu trouver là un cadre un peu sécurisant et qui ont pu expérimenter aussi d'autres façons d'être. Voilà, donc il y a plein de choses qui se jouent là-dessus. Des gens, le fait de passer par les jeux de coopération, de passer par le théâtre, voilà, tout ça va ressortir. On a des gens qui vont vraiment avoir trouvé du sens, c'est-à-dire que pour eux, ils vont envisager l'animation comme une vocation, du coup, comme quelque chose qui met du sens à ce qu'ils vont faire. Donc, voilà, quand même trouver le sens, c'est quand même très important pour nous. Et donc voilà, on a beaucoup de personnes qui sortent de ce stage en ayant vraiment l'impression d'avoir grandi, pas seulement professionnellement, mais aussi humainement. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Sylvain par rapport à la confiance en soi. Je pense que c'est essentiel. C'est ce que j'essaye de développer chez eux. C'est la confiance en soi et aussi l'estime de soi, ce qui est un petit peu différent. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'ai été enseignante longtemps à l'Éducation nationale aussi, donc je peux comparer. Et finalement, tous les élèves que j'ai eus, et là aujourd'hui ce sont des détenus, ce ne sont plus des élèves, mais c'est quand même... Ils sont dans une position malgré tout d'apprenants, puisque je leur apprends à écrire, à organiser leurs pensées, la structurer, écrire une pièce. C'est aussi une forme un vrai travail, une vraie élaboration intellectuelle. Donc souvent j'ai remarqué que ils ne s'investissaient plus parce qu'ils ne se sentaient pas capables et qu'ils ont tellement peur de rater qu'ils ne font rien. Et ça, je pense que c'est très très important de leur montrer aussi qu'on croit en eux. Et c'est ça que l'Éducation nationale ne peut pas faire, bien évidemment. C'est pas. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Sylvie Sanchez. Je trouve qu'on incrimine trop l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est déjà pas mal d'avoir des écoles. Vous savez, il y a plein de pays qui n'en ont pas et en général, on est tous scolarisés, bien sûr qu'il y a des failles dans le système. C'est un système sans faille, ce serait terrible d'ailleurs. Ce serait horrible. Donc, Sylvie, pardon de vous interrompre, mais on parle depuis des années de jeunes en situation d'échec scolaire. Mais quand il y en a des milliers tous les ans, est-ce qu'on peut continuer de parler d'élèves en échec scolaire, ou est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en droit, en tout cas, de se poser la question, peut-être d'un système à repenser. C'est sûr. Alors, bien sûr, mais je pense franchement que moi j'ai je suis toujours restée en contact avec mes amies professeurs, j'ai encore dîné avec elles hier. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes volontés, des gens qui réfléchissent toujours. Par exemple, pendant le Covid, elles me racontaient ce qu'elles ont dû faire, toutes les ressources auxquelles elles ont pensé. Ils sont créatifs aussi, certains professeurs, pas tous, bien sûr, il y en a qui sont fatigués, qui ont renoncé. Mais bon, et puis il faut aussi que même les élèves, même les jeunes se prennent aussi un peu en charge. Il faut les responsabiliser aussi. Faut pas les infantiliser tout le temps, dire les pauvres petits. Bien sûr, c'est mieux qu'il y ait une maman derrière en disant éteins la télé, éteins Internet et travaille. Ça, c'est sûr. Et ceux qui sont dans des cités avec leurs mamans qui font le ménage, qui sont pas là pour les aider, c'est sûr qu'ils sont. Ça aussi, ça compte. Mais bon, Sylvain, bon an, mal an, je on t'entendais progresse. vouloir réagir. Alors déjà, je dirais une maman ou un papa. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, j'ai élevé seul mes enfants, donc pour moi. Mais voilà. Non, après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup du coup avec l'Éducation nationale. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir que ce qu'on appelle le décrochage scolaire, c'est une création aussi. C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait pas parce que, en fait, il n'y avait pas cette pression d'aller jusqu'au bac ou jusqu'à un diplôme. Un diplôme supérieur, le certificat d'études suffisait. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on a aussi supprimé quand même
pas mal les sorties de route qui étaient possibles avant à partir de 14 ans. Quand on n'était pas bien dans le milieu scolaire, on pouvait commencer des apprentissages, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on force aussi ces élèves à aller plus loin, à continuer de rester dans l'éducation nationale sans avoir ces portes de sortie qui existaient avant. Et du coup, le résultat, effectivement, derrière, c'est que du coup, les chiffres ils sont là, mais c'est quelque chose qu'on qualifiait pas aussi. Donc, il y a aussi cette évolution-là, en fait, d'une part. Après, je pense qu'effectivement, on diagnostique mieux, c'est ça votre propos, Sylvain? On diagnostique mieux aujourd'hui? Non, mais c'est-à-dire qu'avant, un jeune qui a 14 ans ne voulait plus être à l'école, il pouvait suivre un apprentissage à l'extérieur. Et tout à fait honorable et tout à fait bien. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il ne peut plus. Il faut qu'il attende 16 ans. Donc, il y a des choses qui vont se crisper. Il y a des choses, etc., etc. Et en fait, on essaie de porter tout le monde jusqu'au bac. Sauf qu'il y a des personnes qui ne sont, jusqu'au bac ou vers d'autres choses. Mais c'est quand même cette question on en parlait avec des sociologues, on en parlait, cette question de toute une génération au bac. Et donc, en essayant d'emmener tout le monde jusqu'au bac, toujours plus loin, effectivement, il y a des gens qui ne vont pas aller jusque-là. Mais Sylvain, est-ce qu'au final, votre propos ne finit pas par remettre la question de quels moyens on donne pour aller jusqu'au bac, et des moyens notamment pédagogiques et des moyens donnés aux enseignants d'agir pédagogiquement. Parce que la logique de faire qu'un maximum d'élèves, je trouve que là on est dans une discussion intéressante. La question de faire en sorte que davantage d'élèves arrivent au bac, on pourrait dire que ça n'est pas un problème, que c'est plutôt intéressant. La question c'est pourquoi et comment. Le bac, quel bac aussi? Est-ce que c'est un bac général? Est-ce que c'est un bac pro? Est-ce que Tout à fait. Donc ça pose aussi cette question de qu'est-ce qui est... c'est un élève qui a arrêté en 3e qui pose toutes ces questions. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Est-ce qu'on parle de cette question du théorique et donc effectivement, il y a toute la question aussi des passerelles qu'on peut proposer après pour pouvoir pour tous ceux qui ont envie de repartir. Il y a des micro-lycées par exemple qui vont exister. Il y en a très peu. Pour justement essayer de refaire que des personnes qui ont un moment décroché puissent revenir vers ces études. Il y a quelques structures qui sont toujours en danger de disparaître. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un travail qui soit fait autour de l'apprentissage des méthodes actives, de comment rendre l'élève acteur de ces apprentissages qui trouvent du sens dedans. Ce que nous on voit, puisqu'on accompagne pas mal l'éducation nationale là-dessus, c'est qu'en fait il y a un paradoxe, il y a un double élan. D'un côté, il y a tout un travail qui est fait sur cette question de la place qu'on laisse à l'élève, de comment est-ce qu'on va construire, comment est-ce qu'on va retravailler sur la confiance ou sur l'estime de soi, sur toutes ces choses-là, sur également comment est-ce qu'on va mettre en place une pédagogie un peu plus individualisée, etc., voir avec la question de l'utilisation des neurosciences pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à apprendre mieux. Et on se rend compte quand on travaille un peu sur les neurosciences qu'en fait les neurosciences et les méthodes actives, elles vont aussi de pair là-dessus. Donc il y a tout ce courant-là, mais qui dit aussi on peut prendre du temps, il faut prendre du temps aussi, et il faut pas être que sur le savoir théorique, et parfois il faut peut-être un peu soulager les programmes. Et on voit bien qu'en fait là, l'autre truc, il est l'autre courant, il est encore plus fort sur les programmes. Et je m'arrête là. Sylvain, merci pour cette précision. Non, mais je voulais dire que je suis d'accord avec ce que dit Sylvain. Moi j'ai préparé beaucoup d'élèves au bac et je trouvais ça infernal. D'ailleurs, j'ai donné ma démission d'éducation nationale parce que je n'en pouvais plus et je voyais des pauvres élèves souffrir. Moi-même, vous disiez que vous aviez arrêté en 3e, moi j'ai arrêté en seconde et j'ai repassé 20 ans plus tard l'équivalent d'un bac par un DAE.
et j'ai fini quand même avec un CAPES. Donc, je veux dire, on peut aussi, à tout âge, reprendre. Moi, je suis pas pour forcer un élève qui en a marre, qui ne supporte plus l'école. Je préfère qu'il s'arrête à 14 ans, qu'il devienne boulanger si son rêve c'est faire du bon pain, et qu'il soit heureux avec son métier, fier de ce qu'il fait, plutôt qu'un élève qui va rater parce qu'il décrochera de toute façon, et il sera en opposition à sa famille, à l'éducation, il foutra rien à l'école. Ça, je trouve ça nul. Ça, c'est là, on va droit dans le décrochage. Faut pas pour le bac, pour moi, c'est pas non plus la panacée. Nous sommes en train de discuter d'un sujet que j'allais mettre en perspective concernant l'école, mais c'est de ma faute, hein, je le reconnais. Stéphane? Oui, alors je voulais dire, pour rebondir sur un sujet de tout à l'heure, c'est que effectivement, notamment la maison d'arrêt, ça infantilise le détenu, dans le sens où, par exemple, les repas sont apportés, on sort ta poubelle, t'as pas la clé, on te fait sortir, on te fait rentrer, etc. Et moi, j'ai vu des camarades qui passaient toute leur détention, c'est-à-dire plusieurs mois, voire plusieurs années, devant la télé, à dormir ou à fumer du shit. Je vois pas quel est l'intérêt de la prison pour se reconstruire. Alors c'est pour ça que j'encourage vraiment mes camarades et moi-même, je me suis mis à la formation d'Auxilia, parce que ça m'a permis moi-même de rebondir, finalement de prendre ma vie en main, quoi. Et donc ça, c'est très important. Et à savoir que ça permet aussi de sortir plus vite. Plus vous allez faire d'activités en prison, plus vous allez vous prendre en main, vous allez sortir plus vite. Car quand vous allez passer en aménagement de peine, vous avez des billes à donner à la JAP qui va avoir confiance en vous. Tiens, la JAP, c'est la juge d'application des peines qui va décider si vous sortez un peu avant ou pas. Entre le détenu qui a passé sa détention à regarder la télé et celui-là qui a fait des études, forcément, elle va dire, tiens, lui, il veut prendre son destin en main. Sylvie Sanchez, il m'a semblé t'entendre vouloir intervenir. C'est par rapport à tout à l'heure, on parlait des jeunes et donc de leur possibilité d'aller en apprentissage ou d'être orienté sur des métiers qui étaient différents par rapport à avoir un diplôme comme le bac. Il y a aussi une question, je pense, dans l'éducation nationale qui est de l'orientation des jeunes, où l'orientation, c'est pas facile parce qu'être sur une plateforme pour savoir son avenir, pour comprendre, on est complètement déconnecté de la réalité, et l'orientation, elle se fait aussi en connaissant les métiers, en allant faire, il y a les stages de troisième qui sont intéressants, mais c'est vrai que l'orientation, elle est peut-être pas assez développée pour justement pouvoir orienter des gens qui seraient plus manuels, moins intello. Il faudrait renforcer une démarche culturelle de connaissance, non pas de l'entreprise, mais des métiers. Oui, des métiers, et puis de prendre en compte pas les désirs, mais les capacités des jeunes. L'orientation, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'elle est bien prise en compte? Je sais pas, je pense pas. Merci Sylvie. Finalement, pourquoi vous êtes-vous engagé dans l'éducation de ces publics Auxilia, la Roeven, Creative Handicap, et où vous, en tant que personne, vous y répondez à cette question comme vous le voulez? Alors, par exemple, pour ma part, Auxilia m'a tendu la main quand j'étais au fond du trou, et ça m'a vraiment marqué. Et voilà, du coup, il fallait quand je sorte que je fasse quelque chose pour aider ceux que j'avais côtoyés en prison, parce que j'ai vu des suicides, j'ai vu des gens vraiment tomber très 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 bas, et je sais que c'est possible de faire quelque chose de positif. Et j'ai eu la chance qu'Auxilia m'engage pour cette belle action, et du coup, c'était normal qu'à mon tour, je tende la main aux détenus et à Auxilia. Sylvain? On l'a dit un peu tout à l'heure, c'est effectivement travailler avec ce public pour aussi leur offrir une porte de sortie, mettre un peu du sens aussi, travailler sur l'esprit critique, mais ça on va revenir peut-être un peu dessus, mais effectivement, et puis sur la citoyenneté, donc le fait de retrouver une place aussi dans la société. Sylvie Sanchez? La question, c'était pourquoi vous êtes-vous l'association ou vous individuellement investi dans cette... En fait, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de développer plein de pédagogies différentes. Et ça, c'est passionnant parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va servir pour tout le monde. Il n'y a pas qu'une seule manière d'apprendre. Il y en a une par personne quasiment. Et ça, c'est un terrain à découvrir qui est vraiment passionnant. Bien. Quel est l'objectif, finalement, donné à votre démarche de formation et d'éducation pour tous? Je regarde peut-être Stéphane? Oui, alors comme son nom l'indique, Auxilia s'appelle en vérité Auxilia une nouvelle chance. Donc vraiment, l'objectif de l'association Auxilia, c'est d'aider le détenu à prendre un nouveau départ et à se réinsérer positivement dans l'avenir.
À noter qu'actuellement, on est en train de mener une action à la maison d'arrêt de Nanterre. C'est un programme qui s'appelle Impulsion, prendre un nouveau départ, où on reçoit à peu près 8 détenus et on leur propose notamment des modules autour de la vie pratique et quotidienne, comme prendre soin de sa santé, gérer son budget, rechercher et occuper un logement, comprendre la société de l'information. Et on les aide aussi à rédiger des CV et à créer plein d'activités. Donc c'est un projet qui aide à se redresser, à se construire pour l'avenir. Sylvain ? Alors donc, bon, nous, au-delà de la formation BAFA, au-delà de la question de l'obtention du BAFA pour pouvoir exercer en tant qu'animateur, il y a plusieurs choses. Donc d'abord, effectivement, on est vraiment dans l'idée de montrer que tout le monde porte du savoir et qu'on est dans une éducation permanente tout au long de la vie et que tout le monde est capable d'apprendre tout le temps. C'est vraiment les choses qui nous intéressent, qu'on veut transmettre. Et puis au-delà de ça, donc sur la pratique professionnelle, l'idée c'est vraiment de travailler effectivement sur l'esprit critique, c'est-à-dire montrer aux stagiaires que en fait il n'y a pas une façon de faire, mais qu'il peut y en avoir plusieurs. Et donc les rendre capables à eux, en fait, l'idée c'est de les rendre capables à la fois d'identifier les différentes possibilités et de choisir celle qui leur convient par rapport à la fois au contexte, mais aussi par rapport à ce qu'ils sont, eux, les compétences qu'ils ont et les valeurs qu'ils veulent développer. Ce qui n'est pas toujours simple parce que on a, et ça c'est un peu peut-être le formatage, on parlait un peu sociétal, dont on parlait tout à l'heure, on a parfois des stagiaires qui attendent du formateur la réponse, la bonne réponse, la façon de faire. Et nous, on essaie de montrer qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, mais qu'il y a des façons de faire et qui ont des conséquences aussi différentes. Ce qui n'est pas toujours simple d'abord, donc effectivement, pour ces stagiaires qui parfois vont ressentir de la frustration quand le formateur ne va pas forcément donner sa réponse, parce qu'elle va être entendue comme la réponse du formateur et donc comme la bonne réponse, mais qui va essayer de leur montrer un peu toutes les pistes qu'il peut y avoir. Ça va pouvoir créer de la frustration et puis ça va parfois créer de la frustration chez nous aussi en tant que formateurs, puisqu'on leur porte un discours qui est de dire vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez transmettre, etc., etc. Et quand on a des stagiaires qui vont justement transmettre des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Là, ça peut être un peu compliqué pour nous, pour être très clair, est-ce qu'on va chanter, par exemple, des chants religieux? Est-ce qu'on va faire chanter aux enfants des chants religieux? Ou des chants guerriers? Est-ce qu'on va mettre en place des jeux qui vont faire en sorte que les enfants rient d'un autre enfant? Toutes ces choses-là, dans lesquelles on va être parfois un peu, nous en tant que formateurs, confrontés à un dilemme moral qui est est-ce qu'on reste sur cette idée de finalement chacun choisit ce qu'il veut transmettre ou non, on voudrait qu'ils transmettent nos valeurs à nous. Pour Creative Handicap? Alors nous, le but de la formation, c'est bien sûr d'offrir à ces jeunes autistes une formation qui va être qualifiante, où ils pourront en fait aller après se diriger vers des métiers, ces nouveaux métiers du numérique, qui vont être concepteurs de jeux vidéo, graphistes, modélisateurs 3D. Et ce qui est important dans cette formation, c'est qu'en fait, on est un moment passerelle, c'est-à-dire qu'on part de ces jeunes qui sont complètement déscolarisés, déstructurés, qui partent de rien, et on va les emmener vers tout ce dont on a parlé tout à l'heure, qui va être de la socialisation, d'un réapprendre à apprendre, parce que ça c'est important de réapprendre à apprendre, et comme disait Johnny, redonner envie d'avoir envie. Ça c'est très très important, d'être curieux, etc. Donc et avec des compétences qu'ils vont acquérir, et après donc ils pourront aller dans on va dire dans des écoles qui vont être comme Simplon, comme toutes les grandes écoles de numérique, ou peut-être directement travailler et rentrer en apprentissage dans des entreprises. Donc ça, on va dire qu'on est une structure passerelle entre le rien et ce qui est trop difficile pour rentrer, ce qui va être pour eux trop difficile de rentrer dans les écoles
qui existent, qui sont déjà existantes. Voilà. Stéphane, nous nous apprêtons à peut-être conclure, à moins qu'un autre intervenant veuille rajouter quelque chose. Stéphane, alors voilà, je voulais te dire déjà merci pour cette belle émission vraiment très enrichissante. Et voilà, le savoir, c'est une arme qui permet vraiment d'affronter les difficultés de la société et d'avancer positivement dans la vie. Donc, quelles que soient vos difficultés, ne renoncez jamais. Gardez espoir et n'hésitez pas à lire, à être curieux de ce qui vous entoure. Et peut-être n'hésitez pas à aider des associations telles Auxilia ou d'autres associations. On a besoin de toutes les aides pour aider les personnes à se relever. Merci Stéphane. Très belle conclusion. Hein. Ouais, très belle conclusion. Le jeune en échec scolaire que j'étais, qui a quitté l'école en 3e et qui a ensuite repris une voie professionnelle par le biais notamment de l'éducation populaire, qu'on appelle BPGEPS, a été ravi d'animer cette émission. Merci de votre participation. Peut-être nous faudra-t-il quand même reparler de cette question qui, quand même, on le voit bien, est une question un petit peu centrale, qui est l'école, lors d'une prochaine émission. Je crois qu'il y a sujet, en tout cas, à débat. C'est déjà la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est réécoutable en podcast. D'autres émissions vous attendent. Proposez-nous vos projets, parlez-nous de vos idées, parlons de l'actu, de la citoyenneté et des transitions. Rendez-vous pour cela sur Radio Agora.